Jeudi 16 décembre 2021, une rencontre à la librairie Ombre Blanche réunissait Gérard Pirlot, psychanalyste, psychiatre, pédopsychiatre, professeur émérite à l'université Toulouse de Jean Jaurès et auteur de nombreux ouvrages liés aux problèmes de l'enfance et de l'adolescence, et Christiane Joubert, professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'université Toulouse de Jean Jaurès. Ils y présentaient l'ouvrage qu'ils ont codirigé, Soigner et guérir en psychanalyse, névrose, état limite, somatisation, psychose, édition InPress. En présence de l'un des nombreux contributeurs de l'ouvrage, Bernard Bensidoun, médecin psychiatre à Toulouse. Bonsoir. On se retrouve ce soir pour la présentation de cet ouvrage sur la psychanalyse et sur le soin et la guérison en psychanalyse présenté, et co-dirigé surtout par Christiane Joubert et Gérard Pirlot. Et dans lequel auquel a aussi contribué Bernard Bensidoun et un certain nombre d'autres et Michel. Il y a un certain nombre d'autres contributeurs, il y a 9 ou 10 contributions. Je vous présente rapidement donc Christiane Joubert. Tu es psychanalyste, thérapeute familial, thérapeute de couple, de groupe, psychanalytique. Tu es membre d'un certain nombre de sociétés, je ne les cite pas toutes, mais de sociétés psychanalytiques, de la famille, du couple, du groupe. Et tu es également professeur émérite de psychologie clinique et psychopathologie de l'université de Toulouse. Et vous, Gérard Pirlot, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris et également professeur émérite de psychopathologie psychanalytique de l'université de Toulouse. Alors, la guérison en psychanalyse, ça va, on m'entend bien ? La guérison en psychanalyse, je me disais en vous lisant et en préparant cette petite introduction que c'est d'abord une question qui intéresse l'analysant au fond, parce que c'est pas seulement une question de statistique, comme pour un traitement médical, c'est pas seulement la question de quelle est la probabilité de guérir avec la psychanalyse, c'est d'abord une question intime et très personnelle, c'est qu'est-ce que je peux attendre d'une analyse, quelle guérison elle peut m'apporter, et puis pendant et après l'analyse, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, qu'est-ce que j'y ai trouvé au fond. Et il va de soi que ça ne se résume pas à la question du symptôme ou de la disparition du symptôme, même si évidemment c'est une question qui, je crois, ne doit pas être escamotée. D'ailleurs, on verra, on aura certainement l'occasion d'en discuter. Elle n'est pas escamotée par les psychanalystes. Alors, la plupart des cliniciens d'orientation psychanalytique s'accordent, je crois, à considérer que la guérison en psychanalyse ne peut pas être entendue comme en médecine ou en psychiatrie, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un retour à un état antérieur et elle ne se réduit pas à la disparition des symptômes. En revanche, il me semble qu'on observe des divergences parmi les psychanalystes sur le fait de considérer la cure analytique comme relevant du soin. Pour Freud, la psychanalyse relève bien du soin. Il la définit comme une méthode de traitement des troubles névrotiques. Le symptôme ne doit, pour Freud, le symptôme ne doit pas être attaqué de front, mais tous les détours empruntés dans l'analyse, analyse des résistances, analyse du transfert, etc., le fait que l'analysant se réapproprie son histoire, etc., tous ces détours, au fond, en dernier ressort, n'ont pas d'autre visée que d'amener à la levée ou à l'apaisement des symptômes. C'est pas une fin en soi, au fond, pour lui, d'analyser le transfert ou d'aider le patient à retrouver, à lever le refoulement et à retrouver le lien avec son histoire. Il me semble que depuis Freud, les choses sont un peu moins claires, justement. De ce point de vue-là, certains psychanalystes se situent autrement au regard du soin et de la guérison. Alors, bon, on sait que notamment pour Lacan, la psychanalyse relève moins d'une thérapeutique que d'une éthique, au sens où l'analyse aurait pour lui, pour viser de permettre à l'analysant de se dégager d'une aliénation au désir de l'autre, conformément à la formule,
Ceci afin de régler sa conduite, non plus sur le désir de l'autre, mais sur son propre désir. D'où cette dimension éthique. C'est le sens de sa célèbre formule. La seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. Et Lacan disjoint analyse et guérison, et il va jusqu'à considérer, dans l'un des paradoxes dont il avait le secret, que la guérison en psychanalyse correspond à l'acceptation de l'impossibilité même de guérir. Donc ici, la cure ne relève plus du soin, mais plutôt d'une expérience existentielle, au fond, qui vise à dissiper les mirages imaginaires du moi, là aussi je parle un peu de façon lacanienne, c'est-à-dire dissiper les identifications successives qui cachent le sujet à lui-même. Donc se rencontrer soi-même. Autrement dit, le sens de la guérison constitue un point de débat en psychanalyse. Voilà, c'est pas quelque chose qui fait consensus. Est-ce qu'il s'agit pour l'analysant de se débarrasser de ses symptômes ou de mieux se connaître et de mieux s'affirmer, au fond? Alors évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Et il me semble que, mais enfin les psychanalystes le diront, il me semble que chaque psychanalyste se situe un peu à sa propre façon, en fonction de la place qu'il accorde justement à ces deux enjeux de la cure. Donc, votre ouvrage, Christiane et Gérard, a d'abord le mérite de soulever ces questions, mais aussi de prendre position, très clairement. Vous écrivez en introduction que la psychanalyse, je vous cite, appartient aux disciplines relevant de la santé, et non celle dans laquelle certains discours et nomenclatures pédagogiques universitaires aimeraient la voir enfermée, à savoir la philosophie. À qui pensiez-vous? Bon, c'est bien ce débat-là qui est en question, il me semble, que vous pointez. Donc pour vous, la psychanalyse relève bien du soin. Gérard, vous consacrez un chapitre à montrer la position de Freud sur la fonction thérapeutique de la psychanalyse. Vous vous appuyez à la fois sur sa correspondance. On sait que Freud a beaucoup écrit, il y a une correspondance évidemment monumentale. Mais aussi, vous vous appuyez sur ses récits de cas pour donner à voir, et c'est assez agréable, un Freud assez humain et au travail, assez loin du cliché du psychanalyste mutique et distant. Et tout au contraire, on a l'impression que Freud était était un psychanalyste plutôt engagé et activement engagé. On pourrait penser d'ailleurs à la fameuse technique active prônée par son disciple Ferenczi. Évidemment, c'est pas la même chose, mais il y a cette idée d'un engagement. Et il y allait, quoi. Enfin, vous citez quelques témoignages de ces anciens analysants qui rapportaient dès la première séance ce qu'aujourd'hui on risquerait d'appeler des interprétations sauvages. Enfin, il y va vite, quoi. Et il semble avoir été un psychanalyste pédagogue. Il explique aux analysants comment ça marche, comment on interprète ses rêves, quelles sont les strates comme ça de la vie psychique, etc., les processus en jeu. Et un psychanalyste, particulièrement bavard. L'un des mérites, il me semble, de votre chapitre, c'est de démontrer, justement par rapport à cette question de la guérison, l'intérêt de Freud pour la guérison. Et le mot même de guérison revient à de très nombreuses reprises sous sa plume. Alors je ne sais pas comment on dit guérison en allemand, mais enfin, dans les traductions françaises, c'est ce mot-là. Il faut souligner, je crois, que Freud était plus pragmatique qu'idéologue. Et ce, malgré quand même le mauvais procès qu'on lui fait régulièrement. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, et vient de paraître la réédition du bouquin de Jacques Van Rieler, ce psychanalyste qui a renoncé ensuite à la psychanalyse et qui a publié d'abord les illusions de la psychanalyse et qui a publié les désillusions de la psychanalyse. Ça vient de sortir, c'est la réédition de son bouquin. Et qui a contribué au livre noir. Alors, je disais, Freud était plus pragmatique qu'idéologue, au sens où il était plus préoccupé, ça c'est assez flagrant quand on le lit, par l'efficacité de sa méthode que par, je dirais, sa sanctuarisation, quoi. L'idée qu'il y a quelque chose d'un rituel qu'il faut surtout pas toucher. C'est pas du tout ça, sa position de Freud. Ça a pu l'être d'autres par la suite.
c'est pas du tout ça chez lui. Je pense notamment, alors c'est flagrant quand on lit un texte, cette conférence de 1918, les voies nouvelles de la thérapeutique psychanalytique. Alors c'est vrai qu'on peut tomber de sa chaise parce que il n'hésite pas à réhabiliter l'hypnose, la suggestion, toutes ces méthodes qu'il avait abandonnées, qu'il avait revendiquées, abandonnées, en disant il a fallu abandonner tout ça pour inventer la psychanalyse parce que on traitait pas les résistances, etc. Et alors je le cite dans ce texte, il écrit, et influencé d'ailleurs par Ferenczi, qui lui était particulièrement innovant, créatif, on le lui a d'ailleurs beaucoup reproché, dans sa façon de soigner les gens. Je cite Freud, « Vu l'application massive de notre thérapeutique, nous serons obligés, vous connaissez la formule, de mêler à l'or pur de l'analyse une quantité considérable du plomb de la suggestion directe. Parfois même, nous devrons, comme dans le traitement des névroses de guerre, on est en 1918, faire usage de l'influence hypnotique. » D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, bon, ça se discute, mais qu'il y avait là presque une... alors, les psychanalystes vont peut-être... pas être d'accord, mais il y avait presque une anticipation de ce qui, dans les années 80, a été inventé avec le MDR. Alors, le MDR, c'est pas de l'hypnose, mais on n'est quand même pas très loin, et c'est, qu'on le veuille ou non, particulièrement efficace avec ce que lui appelait les névroses de guerre et ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. Enfin, là, je trouve que c'est vraiment frappant, cette anticipation, voilà, cette intuition plutôt qu'il a pu avoir. Et donc Freud dit, il commence sa citation, vu l'application massive de notre thérapeutique, et il fait référence là à l'élargissement des indications de la psychanalyse, dont il pressent à juste titre que ça aura par la suite une importance fondamentale. On est en 1918, très vite va arriver Mélanie Klein qui soigne les enfants, les psychotiques, Ferenczi qui s'occupe des personnalités difficiles, puis il y en aura d'autres, etc., etc. Et c'est précisément un autre intérêt de votre bouquin, je pense, que d'aborder la visée thérapeutique de la psychanalyse en dehors justement du champ des névroses. C'est-à-dire que Freud soignait essentiellement, pour pas dire exclusivement, des adultes névrosés et j'ajouterais bourgeois, mais parce que c'était le contexte, c'était la bourgeoisie viennoise du début du XXe siècle. Mais votre ouvrage rappelle qu'aujourd'hui, la psychanalyse s'adresse aussi à des patients difficiles, des patients état limite, des patients qui auraient, on dirait en psychiatrie, des troubles de la personnalité, des patients psychotiques, des adolescents, évidemment, ce qui renvoie au très beau texte de Bernard Bensidoun, d'ailleurs, dont vous nous parlerez, j'espère peut-être tout à l'heure, dans le chapitre que vous avez écrit dans cet ouvrage sur les préliminaires aux soins auprès des adolescents. Et puis, on peut aussi évoquer le chapitre de Christiane Joubert, où tu évoques les dispositifs psychanalytiques avec Michel Lamotte. J'avais pas en tête que vous l'aviez écrit toutes les deux. Où vous évoquez les dispositifs psychanalytiques de groupe, de couple et de famille. Et puis donc un mot très rapide, enfin peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais là je vais pas m'étendre, mais sur le chapitre de Françoise No, qui est pas là ce soir, mais qui est professeur émérite de psychologie à Paris. Un chapitre qu'elle a consacré à la psychose, qui est extrêmement didactique et que moi je vais me précipiter pour utiliser à la fac, parce que vraiment son chapitre reprend de façon remarquablement concise et assez exhaustive l'histoire de la prise en charge des patients psychiatriques et notamment des psychotiques par la psychanalyse depuis un siècle. Et les points de débat qui ont animé les psychanalystes autour de ça, et notamment autour de la place de la psychanalyse en institution, avec un débat qui a été extrêmement rude dans les années 50, 60, entre ceux qui disaient il faut finalement faire la psychanalyse de l'institution, ça a donné la psychothérapie institutionnelle, c'était Daumaison, Tosquelles, et puis plus tard Houry, etc. Et ceux qui disaient non, il faut faire de la psychanalyse dans l'institution, c'est le psychanalyste sans divan, donc Racamier, et puis Diatkin père, en tout cas, toute l'école du 13e arrondissement de Paris, ce qui s'est appelé la SM13, très novatrice, et un peu à l'avant-garde du secteur, en fait, de la politique de secteur en psychiatrie. Voilà, elle reprend tous ces éléments de débat, c'est passionnant, et d'ailleurs on retrouve, je sors un peu là, mais on retrouve cette question du débat en
entre deux conceptions de la psychanalyse aussi, parce qu'au fond, quelque part, les lacaniens sont allés du côté de la psychothérapie institutionnelle, là où les freudiens plus SPP orthodoxes sont allés plutôt du côté d'une psychanalyse dans l'institution, mais où chacun est à sa place. Et Racamier, alors Françoise No le rappelle très bien, Racamier dit à l'hôpital, on n'est pas tous psychothérapeutes. D'abord, il y a un médecin-chef. Et c'est vraiment le chef, et Racamier, ceux qui l'ont connu le disent, hein, c'était vraiment le leader, il décidait, etc. Et après, chacun est à sa place, dans sa fonction, il tenait beaucoup à la différenciation des places. Voilà, enfin, ce chapitre est vraiment très intéressant pour tout ça. Donc cet ouvrage, et puis je vais terminer rapidement, mais cet ouvrage que vous nous présentez ce soir, c'est d'abord une sorte d'état des lieux des pratiques psychanalytiques contemporaines, particulièrement riche, particulièrement illustré aussi cliniquement, et puis avec des références, des citations, etc., des références culturelles, donc ce qui rend la lecture assez aisée et assez agréable. Mais c'est pas que ça, voilà, c'est pas qu'une recension de tout ce qui se fait aujourd'hui en psychanalyse, loin de là, parce que, en tout cas, de mon point de vue, en soulignant la valeur thérapeutique de la psychanalyse, il s'agit aussi pour vous, vous allez me dire, mais en filigrane, de défendre la place de la psychanalyse dans les lieux de soins. Bon, ça va de soi. Et cela m'amène peut-être, pour introduire, je ne sais pas comment vous voulez faire, mais peut-être pour, en tout cas, nourrir les échanges ou les débats, ça m'amène à vous poser deux questions. D'abord, dans quelle mesure la psychanalyse peut-elle et doit-elle se soumettre aux standards de la médecine basée sur les preuves? Vous citez dans votre premier chapitre des travaux menés depuis une vingtaine d'années par l'IPA, par l'Association psychanalytique internationale, qui cherchent à démontrer, en jouant le jeu de l'evidence-based medicine, comme on dit, de démontrer l'efficacité de ces pratiques. Je pensais aussi, justement parce qu'on parlait du 13e arrondissement de Paris et de l'ASM, à un très bel outil dont on avait parlé, j'avais fait venir Bernard Audier, qui est psychanalyste et psychiatre à Paris 13e, un outil qui s'appelle la COP13, ça veut dire Clinique organisée des psychoses du 13e arrondissement. Et alors je trouve que là, par rapport à ces questions-là, c'est vraiment un outil qui est à la pointe, parce que à la fois il joue le jeu de l'évaluation. Voilà, on est dans une période, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. On nous demande de démontrer, notamment quand il y a de l'argent public derrière, et donc notamment à l'hôpital, on nous demande de démontrer que ce qu'on fait a une efficacité. Donc les psychanalystes peuvent pas se cacher derrière. Non, nous, on est au-dessus de ça, quoi. Bon, mais il crée un outil pour répondre à cette demande-là, mais sans, de mon point de vue en tout cas, sans se renier. C'est-à-dire que c'est bien une échelle qui quantifie les choses, c'est pour le suivi des patients psychiatriques au long cours. Donc il s'agit de quantifier les choses, mais sur des critères qui sont des critères psychodynamiques, pas des critères descriptifs, pas des critères DSM. Et en ça, je trouve que c'est... Alors est-ce que la psychanalyse ne devrait pas s'inspirer un peu plus, outil qui en fait est très peu utilisé, je pense que c'est dommage. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer un peu plus de ce modèle pour créer comme ça des sortes de compromis entre les exigences d'évaluation auxquelles on est contraint comme tout le monde, et la spécificité et la singularité de la psychanalyse qui ne peut pas s'évaluer comme on évalue un médicament. Donc ça, c'était ma première question. Et puis ma deuxième question, quelle place, selon vous, pour la psychanalyse dans la formation des professionnels du soin? Et je pense notamment aux médecins et aux infirmiers. Pour les psychologues, ça va peut-être pas durer éternellement, mais pour l'instant, on est quand même assez protégés. La plupart des universités, en tout cas françaises, c'est une exception française, forment les psychologues, en tout cas proposent dans le cursus une formation à la clinique psychanalytique. Mais pour ce qui est des médecins et des infirmiers, tout le monde sait que c'est quelque chose qui a beaucoup été réduit, depuis 30, 40, 50 ans, je sais pas, ça a été certainement progressif, mais aujourd'hui, les jeunes médecins, on les voit, les internes qui arrivent dans les services sont pas du tout formés à ça, les infirmiers le sont beaucoup moins qu'ils l'étaient il y a 30 ans quand il y avait les infirmiers de secteur psychiatrique. Voilà, donc j'aimerais bien aussi peut-être qu'on parle de ça, quelle place pour la psychanalyse, parce que dire que la psychanalyse a sa place dans les lieux de soins, c'est pas la même chose que de dire il faut former les professionnels de la santé mentale ou de la santé tout court à la psychanalyse, parce que là ça veut dire on n'est même plus dans l'analyse profane, là on est dans les non-psychanalystes qui s'inspireraient de la psychanalyse, comme font un peu les psychologues cliniciens, c'est tel que voulu par Lagache, hein. Mais ça c'est propre aux psychologues. Qu'en est-il pour les médecins, les soignants, les infirmiers? Honneur aux dames, hein, honneur aux dames. Bon, déjà que nous ne sommes pas à parité, hein, dans notre petite table ronde. Bon,
Oui, alors l'idée de l'évaluation, je pense que ça, c'est un point tout à fait important. Et là, je vais me tourner vers Gérard Mitteau, qui est en train de travailler sur sa thèse, sur essayer d'évaluer les processus de thérapie familiale psychanalytique. C'est-à-dire évaluer des processus et non pas quantifier des données ou des résultats. Comment on peut travailler dans l'évolution des processus? Mais au fond, ça, c'est bien la question des patients aussi. C'est-à-dire d'où ils sont partis, où ils sont arrivés, et est-ce qu'on peut repérer des constantes? Est-ce qu'on peut repérer... Je pense par exemple aux travaux de Bion sur les présupposés de base dans les groupes, Anzieux, les organisateurs du groupe. Bon, je pense que c'est pas quelque chose qu'on a ignoré, ça. C'est-à-dire que quand même, on n'est pas là d'une manière éthérée sur... Bon, c'est la rencontre avec soi-même, bien sûr. La psychanalyse, c'est la rencontre avec soi-même, certes, mais ce n'est pas que ça. On peut aussi évaluer d'une cure à l'autre des choses, des processus, des évolutions, des levées, des modifications aussi, de mode de fonctionnement. Par exemple, je pense aussi à Gérard Chimisanas qui est là et qui va soutenir sa thèse demain. Sur comment on peut aussi évaluer, par exemple, dans les supervisions. Gérard nous a fait beaucoup de tableaux, il a beaucoup travaillé ces questions-là. Comment on peut évaluer, par exemple, l'évolution? À quoi ça servirait à une institution, par exemple, d'être en supervision, d'avoir des supervisions? Parce que ça, c'est ce qu'on nous demande maintenant. On nous dit, les supervisions, mais ça sert à quoi? C'est quoi? Et oui, mais effectivement, si on se penche sur la question, on trouve des critères. Par exemple, quand vous parlez de l'assouplissement des défenses au niveau dans le groupe de supervision, ils sont bien moins clivés, les choses se lient, etc. Il y a des processus de liaison qui apparaissent. Voilà quelque chose d'intéressant. Et ça touche aussi l'institutionnel. C'est-à-dire, je pense qu'on peut pas se mettre on peut rien évaluer du tout, c'est pas vrai, mais on évalue différemment. Voilà. C'est peut-être ça qui est à trouver et qui est difficile pour nous. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer nos propres outils d'évaluation. Parce qu'on peut pas cocher des cases, sur... oui, mais ceci dit, on peut évaluer des choses. C'est-à-dire, ça fait partie de la recherche actuellement. Vous êtes au laboratoire de recherche à Toulouse, au LCPI. Effectivement, c'est des choses que vous travaillez, ça aussi, au laboratoire. Alors, quant à... peut-être que toi, tu nous en diras plus aussi là-dessus, mais et quant au fait aussi d'aider les équipes à se former à l'écoute psychanalytique et à travailler aussi dans cette direction-là, je pense que ça, c'est tout à fait important. Nous faisons beaucoup de formations, je me tourne vers Michel, parce que nous faisons beaucoup de formations, en particulier, par exemple, concernant les familles, comment on peut aider dans les institutions de soins, les équipes, à travailler avec les familles. Pas seulement à faire des points, à faire un vrai travail thérapeutique, d'écoute, d'analyse, dans un contexte institutionnel. Et il travaille en cothérapie. Il travaille en interdisciplinarité. Ça se développe, l'interdisciplinarité. C'est tout à fait important. Mais c'est important pour une équipe d'avoir un référentiel commun. C'est-à-dire que pour travailler, recevoir une famille à plusieurs, il faut quand même avoir un référentiel commun, il faut avoir des connaissances, il faut pouvoir partager, il faut pouvoir échanger. Et ça nous a toujours paru très important. Voilà. C'est-à-dire de pouvoir, à l'intérieur de l'institution, ne pas réserver la psychanalyse uniquement. D'ailleurs, on ne travaille pas seul en institution, vous le savez bien. On travaille en interdisciplinarité, on travaille en co. Maintenant, on crée des réseaux, etc. Mais la psychanalyse a toute sa place là-dedans. C'est une manière de penser, et j'allais dire, c'est une manière d'être. Et la psychanalyse, on le sait bien, a rétabli l'humanité dans les établissements psychiatriques. Elle a été autant aussi très importante dans l'éducation des enfants. Enfin, je pense à Dolto, je pense à... Oui, parce que la psychanalyse, c'est l'humain. C'est chacun de nous, c'est nous, avec nos fantasmes, nos rêves, nos rêveries. Mais ça concerne tout le monde. La psychanalyse redonne de l'humain, justement, actuellement, où on est dans un monde de protocoles, où on tend à réduire, c'est-à-dire à effacer l'individuation, à effacer la subjectivité, à être interchangeable, Non, la psychanalyse remet la différenciation, remet la subjectivité et remet de l'humain. Et ça, je pense que c'est précieux. Merci Christiane.
Merci Florent. Florent, donc, qui est psychologue de formation et qui est maître de conférence et HDR, comme on dit, habilité à diriger les recherches, voilà, ici à l'université de Toulouse, et psychanalyste en formation, comme on dit, voilà. Et ou bientôt, je ne sais pas, enfin, en tout cas, de formation analytique, voilà, c'est ça que je voulais dire, de formation psychanalytique, voilà, plutôt, comme ça qu'il faut dire les choses. Vous aviez oublié un petit point de détail parmi tous ceux que vous avez évoqués, qu'effectivement on a appelé à contribuer dans le livre. Il y a aussi Dominique Cupin, parce qu'elle travaille, plus spécifiquement avec des patients dits psychosomatiques, et elle a même est allée jusqu'à fonder, je veux dire, une unité à l'intérieur, une unité de psychosomatique de néphrologie. Quelque chose de tout à fait particulier à Paris. Et effectivement, pour rejoindre ce que dit Christiane aussi, elle a mis en place un protocole, donc là c'est décrit, avec un travail d'équipe, et aussi avec un travail de psychanalyste, elle, au chevet du patient. D'ailleurs, elle rapporte un cas qui est assez passionnant, et très dur aussi, parce que c'est des pathologies lourdes. Et aussi, elle rapporte ce que tous on a vécu. Moi, ça a été pendant un moment mon expérience aussi en cancérologie infantile. On sort de là lessivé parce que les équipes traversent, et même moi-même, j'ai traversé des moments très très pénibles. Et elle rapporte un peu ça aussi comment, d'une certaine manière, ce que tu disais à l'instant, le fait d'être psychanalyste et même d'être, je veux dire, en tant que sujet humain, je veux dire, psychanalyste peut aider beaucoup aussi les aides-soignantes, infirmières, je veux dire, à vivre et à dépasser, à travailler sur des éléments contre-transférentiels, mais alors vraiment d'une grande destructivité interne et à aider à verbaliser tout ça. Alors, mais un mot vraiment aussi, avant de passer la parole à Bernard, mais comment est né ce bouquin, en fait? Vous l'avez un peu rappelé. En fait, c'est né d'une conversation avec la dame qui est à côté de moi, un jour à la fac, parce que on se disait qu'effectivement, on voyait des dangers arriver à l'intérieur de l'université elle-même. C'est-à-dire, et vous l'avez rappelé, parce que je le mets dans le livre, effectivement, cette catégorisation à l'intérieur des différentes disciplines, vous savez, universitaires, on s'est aperçu que la psychanalyse, maintenant, elle était mise dans la philosophie. Donc, vous dit, mais c'est pas possible. Elle s'écartait véritablement, alors d'abord de la psychologie clinique à la philosophie, et donc s'intéresser à la psychanalyse que des futurs philosophes, et apparemment même plus les psychologues. Je ne parle même pas des médecins et des infirmières, évidemment. Donc on s'est dit, mais c'est pas possible, où va-t-on? C'est quand même, au moins au départ, une technique de soin, c'est-à-dire quelqu'un souffre psychiquement, même parfois psychosomatiquement, comme on vient de le dire. C'est quand même grâce à la psychanalyse qui a une écoute et une technique qui s'est posée. Donc, ça a été un peu en réaction à ça. En réaction aussi vis-à-vis même d'une ambiance universitaire qui veut nous cloisonner là. C'est-à-dire que du côté des cognitivistes, du côté d'une certaine psychologie, comment on appelle ça, quand on fabrique de briques et de broc, là, je ne sais plus comment ils appellent ça, complémentaire, je ne sais plus comment. Pardon ? Intégrative, merci. Comme je suis en retraite de l'université depuis 1 an, vous voyez, je perds déjà le vocabulaire. Ça va vite, la démentialisation va très vite. Ou le fait d'être éloigné. Et donc donc intégrative, voilà. Donc en fait, on se dit, mais c'est pas possible. Quand c'est venu de là, en fait, tout simplement. Vraiment, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Et donc, on va demander à des collègues qui ont universitaires ou pas, c'est pas la question, en tout cas, qui ont une grande pratique. Pour pouvoir apporter écrire et apporter ce que la psychanalyse a pu travailler, que ce soit alors effectivement avec des adultes, ça c'était dans les familles comme avec Christiane, évidemment Bernard, j'ai pensé à lui parce que évidemment tout ce qui est enfance et adolescence, Florent Houssier aussi sur l'adolescence, il rapporte un cas aussi il y a aussi Solange Carton, dont j'ai pas parlé, qui elle a plutôt travaillé vraiment, et elle écrit un ouvrage là-dessus, et vraiment avec des dépressifs graves, des mélancoliques, là aussi avec une technique de prise en charge un peu spécifique, en tout cas c'est une élève de Villelocher, donc elle a une approche assez singulière. Enfin voilà, on voulait avoir, et psychosomatique, donc je l'ai dit tout à l'heure. Pardon ? Et Vincent, effectivement, qui
Mais vous en avez parlé, non, de Vincent? Ah, bon, bah alors, autant pour moi. Et il m'en voudrait beaucoup. Vincent, qui lui, alors, avec là aussi un cas clinique exemplaire, montre un petit peu l'apport de la psychanalyse ces dernières années, en tout cas les travaux de Green, Brusset, etc. Enfin, bon, bref, sur les états limites. Enfin, les cas limites, je ne sais pas comment on les appelait, les pathologies non névrotiques, plutôt limites. Et moi, je me suis dit, effectivement, pour terminer, introduire ça, parce qu'on avait eu, et Bernard s'en souvient, on avait eu ici au groupe toulousain de la SPP, une journée annuelle sur la guérison. Je me souviens, c'était Babono, je crois qu'il s'en était occupé. Et avec toi, voilà. Voilà, l'idée de guérison, voilà. Ah voilà. Et moi j'avais participé à ça, et je me suis dit, mais en fin de compte c'était génial, parce qu'il faudrait joindre la question du soin, de ramener la psychanalyse là au moins dans le discours universitaire sur le soin, et j'ai pensé à l'idée de guérison, parce que je me suis dit c'est quand même indissociable, mais avec effectivement cette précaution tout à fait particulière, mais que vous avez rappelé, que la guérison en psychanalyse n'est pas ce qu'on entend en médecine, etc. C'est pas une restitution ad intégrum, mais c'est peut-être effectivement être guéri, c'est peut-être vivre mieux avec ses symptômes, voilà, sans pour autant les éradiquer. En tout cas, peut-être par sublimation après les déplacer, mais en tout cas, c'est pas voilà. Et donc, ce faisant, je me suis aperçu, mais j'avais déjà travaillé ça à l'époque, mais j'ai retravaillé parce que j'ai travaillé une certaine partie, mais pas tout. Et je me suis aperçu que Freud, ça, vous dites un mot là-dessus, mais c'est ça qui me paraît important, moi aussi, mais je me suis aperçu que Freud, s'il y avait bien quelqu'un qui n'était pas freudien, c'était Freud lui-même. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, vous rappeliez par exemple la question de l'hypnose sur le texte de 1918, mais dans une lettre à Eduardo Weiss, qui est un psychanalyste qui habite en Italie, qu'il supervise, il y a un moment, il le dit par rapport à une patiente qui ne va pas bien du tout, il lui dit, bah, écoutez, là, il faut l'hospitalisation et l'hypnose. Bon, carrément, et tout en continuant le travail analytique. Donc je me dis aussi, il a introduit Freud, il avait déjà introduit quelque chose avec lequel nous on travaille, je veux dire, qui est comment on appelle ça, la bithérapie, voire la trithérapie, si j'ose dire, bien que ça n'ait pas la même connotation, mais c'est-à-dire que bien souvent on se retrouve à prendre en charge un patient sur le plan psychanalytique, et ce patient a besoin quand même d'un traitement, c'est évident, où il a besoin parfois des anorexiques, voilà, d'être pris en charge en institution. Je veux dire, moi, je pense à des cas d'addiction aussi, des choses comme ça. Donc, je me dis, Freud lui-même, voilà. C'est-à-dire, c'est pas ou l'or ou le plomb. Ça peut être les deux. Voilà, parce qu'on a été éduqué aussi d'une certaine manière, je veux dire, à penser la psychanalyse qu'à partir de la névrose, qu'à partir de l'or, hein, et de penser, moi j'ai été éduqué comme ça, c'est-à-dire que je pensais, pendant mes années de formation de psychiatrie et même après, qu'il y avait la psychanalyse, alors là c'était 3 séances par semaine, voire 4, l'heure pure de la psychanalyse, la cure type, ça c'était le top du top, et à côté, il y avait ce qu'on appelait, moi à mon époque, la thérapie de soutien. Alors là, c'était pour le pauvre interne qui n'était pas formé, il faisait une thérapie de soutien, hein, et à la limite, quand le patient allait le mieux, il l'adressait à un psychanalyste, toujours en libéral, évidemment, hein, parce qu'à l'hôpital, on n'était pas capable de prendre en charge des gens. Et je me suis aperçu petit à petit, vous rappeliez Winnicott, vous rappeliez des gens comme ça, oui. Bion, qui a travaillé avec les groupes et avec les psychoses, les psychotiques, et petit à petit, avec les travaux de Green, de Brusset et autres, Anzieux, je me suis aperçu que, non, il y a aussi une psychanalyse en face à face qui est possible. Il faut adapter le cadre. La thérapie des adolescents, la psychanalyse avec l'adolescent suppose effectivement que Mélanie Klein, enfin on se met à 4 pattes, voilà. Bon, moi j'avais appris ça avec les Bovici. Les Bovici se mettaient à 4 pattes, je veux dire. On apprend à jouer avec les enfants. Bon, bref, il faut pas être un fétichiste, si vous voulez. Il faut intérioriser le cadre pour mieux l'utiliser, parfois autrement. Et c'est bien que vous rappeliez aussi le côté institutionnel, parce que là aussi je me suis aperçu, non. Alors il est très éclairant, hein, l'article effectivement de Françoise No. Moi j'avais pas perçu cette dichotomie ou même ce conflit entre les différentes tendances là, de psychanalyse en institution. Et en le lisant, je me dis, moi qui ai travaillé pendant 20 ans avec Daniel Azenberg à Lavore, je me disais, mais en fait, il était complètement du côté de Racamier, lui. Complètement du côté de Racamier. C'était la psychanalyse en institution. Voilà. Enfin, donc, et dernier point, puisque vous parliez d'évaluation, je termine là-dessus, je me suis aperçu aussi en creusant l'affaire que le reproche qu'on fait toujours à la psychanalyse de ne pas se plier aux évaluations, au quantitativisme un petit peu ambiant, etc., mais c'est complètement faux. En fait, depuis 60 ans maintenant, c'est pas 20 ans, depuis au moins 60 ans, il y a des études
certaines dirigées par l'IPA, d'autres par le Berlin Institut, etc. En France, il y a eu aussi une commission qui était, dans laquelle il y avait Bernard Gols et puis des tas de gens aussi, où on s'appuyait par exemple sur le CIM10, par exemple, pour les évaluations. Après, il y avait une autre classification, là, je me souviens que j'utilisais en tant que pédopsychiatre dans le temps, qui était faite par, comment elle s'appelle ? Mises, je ne sais plus comment elle s'appelait, la classification de Mises. Voilà. Et il y a eu des études là-dessus, là-dessus. Ça n'a jamais été valorisé. C'est extraordinaire. Vous vous dites, mais le reproche qu'on fait à la psychanalyse est complètement faux. Ça a été, et parfois sur des cohortes importantes, le Berliner machin, je ne sais plus, là, c'était plus de 1000 patients où ils sont aperçus, et là vraiment je termine, ils sont aperçus par exemple, un des résultats, ils sont aperçus par exemple, c'est dans les années 60, que les patients qui avaient suivi une psychanalyse, ou même une psychanalyse en face à face parfois, résultat des courses, au bout de 20 ans, ils s'étaient aperçus que ces patients-là utilisaient beaucoup moins les médicaments et avaient beaucoup moins recours à la sécurité sociale, du coup. Donc il y avait presque un bénéfice pour la société. C'est-à-dire que les gens qui avaient fait une analyse, même en face à face, avaient une capacité psychique à tolérer le symptôme, y compris somatique, que n'avaient pas les autres. Moi, je trouve ça merveilleux comme étude. On n'en parle jamais. Et ça existe. Donc je me suis dit, là vraiment, faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Je laisse la parole à Bernard. Je voulais juste rajouter qu'au départ, l'idée du livre, il ne devait pas s'appeler comme ça. Il devait s'appeler Le soin psychanalytique. Tu te souviens ? On voulait le publier comme ça, avec ce titre-là, Le soin psychanalytique. Et c'est une presse qui nous a suggéré de modifier. Parce que l'idée, c'était vraiment remettre la psychanalyse dans sa dimension aussi de soin. Ça, pour nous, c'était effectivement très important. Ça a fait sujet de discussion avec l'éditeur, l'idée qui voulait pas, qui disait que c'était pas assez porteur, faisait bien les éditeurs, voilà. Bon, et voilà. Et du coup, il s'est inspiré de, ça s'est devenu soigner et guérir. Mais oui, l'idée, c'était quand même bien de mettre la psychanalyse du côté du soin, quoi. Y compris à l'hôpital, y compris, bien sûr, et avec les nouvelles pathologies actuelles, évidemment. Merci. Je ne sais plus trop quoi dire avec avec ces bavards. Cette brochette d'universitaires là, bavard, avec toutes les riches références que vous venez de citer. Alors, je vais peut-être revenir à quelque chose de plus modeste, mais peut-être en vous écoutant comme ça des remarques qui me sont venues à l'esprit. Je reviendrai sur le titre, mais la question de l'évaluation, évidemment, les psychanalystes sont assez réticents avec tout un tas d'allergies aux chiffres, à la comptabilité, ou à devenir des comptables du soin. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus compliqué dans l'évaluation, notamment le développement de l'évaluation en psychiatrie, ce besoin de compter. De la même manière, on a connu ça, nous, en tant que médecins aussi, dans tous les services de médecine, la recherche, c'était du chiffre. Il fallait chiffrer. Et c'était de la mesure. Alors moi, les nombres, il y a toujours quelque chose qui me préoccupe. Mais c'est-à-dire que je n'oublie pas quand même la folie du nombre qui s'est emparée de l'espèce humaine au tournant du début du XXe siècle, où ils se sont mis à mesurer, à compter absolument tout. Et il fallait tout compter. Il y avait l'illustre Berthollet qui comptait. Alors on comptait absolument tout. Ça donnait tous les tests en psychologie, etc., bien connus. Bon, tout ça, ça a un grand intérêt, bien sûr. Mais bon, on comptait. Mais on comptait pas que au niveau psychologique ou psychiatrique. On comptait aussi dans la maladie, mais on comptait aussi, on faisait de l'économie, etc., etc. Voilà. Alors bon, il y a ça, et donc il y a toujours une réticence par rapport au nombre. Et je crois que quand on se met à compter, il faudrait se poser la question de savoir ce qui nous arrive psychiquement quand on éprouve ce besoin troublant de faire de la comptabilité ou de compter. Moi, je trouve ça toujours un peu inquiétant et suspect. Je crois que derrière le besoin de compter, il y a souvent un besoin de reconnaissance. Et je pense que la psychiatrie, la maladie mentale et l'inconscient nous confrontent à de tels abîmes insondables et immesurables,
C'est bien pour ça que Freud n'a pas pu donner d'autres définitions de l'inconscient. Enfin, c'était quelque chose. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, comment mesurer quelque chose qui n'existe pas? Enfin, c'est quelque chose de très compliqué. Je crois que ça nous confronte à de telles douleurs et de telles blessures. Alors bon, il y a tout un tas d'exemples, mais peut-être celui qui me vient à l'esprit là, comme ça, c'est tout le travail de Marty, le fameux article, puisqu'il y a notre ami Dominique Cupa qui a écrit tout ce qui tourne autour de la psychosomatique, c'est-à-dire l'article fondateur de Marty de 52 sur les difficultés narcissiques de l'observateur. C'est-à-dire que quand nous sommes des soignants, nous sommes confrontés à des choses très très douloureuses, voire même des choses qui nous échappent complètement. Nous-mêmes, tout ce qui est du champ du contre-transfert, on ne sait pas ce qui se passe en nous. Par contre, on peut en avoir des éprouvés, douloureux, anxieux, voire même déprimés en sortant d'une séance avec des patients, toutes ces choses-là. Et surtout, une dépression absolument terrible, parce que tout notre effort d'humain, ça a été de comprendre, de prendre la mesure de l'humain, ou en tout cas de comprendre ce qui se passait. Alors ça, c'est pas de la comptabilité, mais c'est quand même arriver à maîtriser un petit peu les objets et l'environnement auquel nous sommes confrontés. Et ça, on n'y arrive pas. Et ces blessures-là, je crois qu'on se refait la cerise, si je peux le dire comme ça, de ces blessures. C'est-à-dire qu'on se refait de cette douleur, de ces douleurs-là, en comptant, on se met à compter, pour essayer de vérifier si, au fond, ce que nous faisons produit des effets, si c'est efficace. C'est un peu comme un enfant qui est devant le miroir, le fameux miroir, un miroir qui ne reflète rien de lui. Et je crois que très souvent, les chiffres viennent là pour un petit peu tenter de trouver une reconnaissance. Mais vous voyez bien que là, on a mobilisé, il y a eu un processus qui s'est opéré. D'ailleurs, le processus psychanalytique qui a opéré, on va vous le prouver avec des nombres. On va vous montrer en 3 chiffres, là, vous voyez, là, il est un peu moins comme ça, il est moins phobique d'ailleurs, avec l'échelle de machin, on arrive à tel truc, et voilà, on prouve. Mais au fond, on se prouve à nous-mêmes qu'au fond, on a fait quelque chose. Mais c'est véritablement, je crois qu'on sort les nombres pour se défaire d'une blessure narcissique. Ce qui est au centre de toute la question, puisque Freud lui-même, et je suis d'accord avec ce que tu dis, Gérard, effectivement, Freud n'était pas freudien. Il a passé son temps à remettre en cause son travail, ne serait-ce que les leçons, mettre à bas la première topique avec la deuxième topique, et nous mettre, nous, ses descendants, dans des situations très compliquées, parce que comment on se débrouille avec tout ça, avec toutes ces cosmogonies du psychisme qu'il nous proposait. Mais il y en a une autre aussi qui était pas plus freudienne, c'était Anna, la fille, parce que Anna, c'est la première qui s'est mise à compter. Tous les gens qui venaient la voir à Londres, elle leur disait, notamment les Américains, elle leur disait, faites des statistiques, comptez tout ce que vous faites, comptez, pour arriver un peu à faire de l'évaluation. Bon. Alors, effectivement, certainement qu'il faut trouver, et ce que tu rappelles, c'est que depuis 60 ans, il y a eu déjà pas mal d'évaluations qui sont faites. Il y a des travaux encore récents qui sont très, très intéressants dans ce domaine. Bon, alors, évidemment, le modeste clinicien que je suis n'a pas la prétention de compter. Moi, ce sont des petites statistiques individuelles où je me dis, tiens, il va mieux, tiens, il fait plus ça, tiens, il veut plus se jeter par la fenêtre, tiens, bon. Voilà, bon. Alors je constate que tout d'un coup, il y a quelque chose qui a disparu. Mais effectivement, c'était ça. Alors Freud avait lui, avancé les choses dans son texte, une difficulté de la psychanalyse. Il avait prédit tout ce qui nous arrive. Qu'on nous mettrait du côté de la philosophie, qu'on ne voudrait pas de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, alors outre la mesure, qui oserait écrire dans l'état actuel, qui oserait réécrire les 3 essais sur la théorie de la sexualité et clamer haut et fort que l'enfant est un pervers polymorphe? Qui oserait écrire ça? C'est un tabou. On va terminer au bûcher si ça continue. Hein. C'est vraiment. Alors, c'est quelque chose. Voilà. Donc, on est confronté à ces difficultés. Néanmoins, au terme d'un long chemin institutionnel qui s'est terminé pas plus tard qu'hier, j'ai pu vérifier quand même que. D'ailleurs, j'ai discuté avec une jeune collègue, là, il n'y a pas si longtemps, qui me disait, mais je ne sais plus dans quelle direction m'orienter. Alors, il n'y a pas besoin des nombres. Mais déjà, avoir une boussole.
Et moi, je crois que la psychanalyse, c'est un peu cette boussole. Et je le vois chez tous les jeunes internes, là, ils arrivent vers nous parce qu'ils sont complètement perdus. Ils n'ont plus aucun repère. Et je dirais, la psychopathologie a pris 100 ans de marche arrière, là, avec les théories nouvelles, autosatisfaites, basées toutes sur des évaluations, qui vérifie ce qu'on voulait vérifier avant, c'est-à-dire qu'on construit un système qui permet de vérifier un énoncé. On ne trouve que ce qu'on cherche, de toute façon. Hein. C'est assez rare, sauf ce pauvre Freud qui, lui, n'avait pas du tout prévu de trouver l'inconscient en chemin. Lui, il était parti, vous vous souvenez quand même, hein, il voulait mesurer, Freud, le premier. Quand il commence à s'attaquer à l'hystérie, il s'achète un périmètre pour mesurer le champ visuel des hystériques. Et il était dans la mesure. Et il s'est épuisé à mesurer pour découvrir que finalement, il ne pouvait pas prendre la mesure de l'hystérie, du moins de cette manière-là. Et au fond, il a adopté une sorte de position quantique qui était de se dire, bon, ben, les choses sont comme ça, le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est par là, c'est comme ça, mais en tout cas, ça produit des effets. Mais je crois que c'est quelque chose d'important. Alors, bon, que ça soit en institution, bien sûr, on voit bien comment ça permettait d'avoir des repères. Maintenant, alors, je crois qu'il y a des choses à travailler sur l'éclosion de tout un tas de pathologies, mais qui se positionnent, de pathologies qui apparaissent maintenant en réaction, je crois, à un certain mode de penser la psychiatrie. Alors, par exemple, actuellement, moi, la question que je me pose, c'est quand on pense un individu en pensant que quand il fait ça, il va avoir un peu de dopamine, il va se donner un peu plus de dopamine au fin fond des neurones, donc il aura un peu plus de plaisir. Comment on dialogue avec quelqu'un dont on pense que, comme du temps, ce matin, j'ai vu, je vais vous dire, une scène assez extraordinaire. J'allais faire un cours pour le diplôme d'université à la fac de médecine, là, mon séminaire de psychanalyse d'enfants et d'adolescents. Et puis je vois un monsieur qui était là, et avec un sachet de cacahuètes. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dans la main, ce petit machin orange là qui lui saute dans la main? C'était un écureuil. Alors j'ai trouvé ça très très bizarre, là, l'écureuil, parce que moi habituellement, ça fait 25 ans que je passe certains jeudis matins au jardin des plantes, et les écureuils, dès qu'ils me voient arriver, hop, ils fuient, ils partent, ils montent dans les arbres, enfin, et puis je les vois même plus, ils ont disparu. Et lui, il avait un écureuil dans la main. Et puis tout d'un coup, l'écureuil, une fois qu'il avait pris la cacahuète, s'en allait, et il y avait un oiseau qui venait lui manger, prendre une cacahuète dans la main. Et puis il se relayait. Et l'écureuil revenait, il attendait que l'oiseau soit parti pour venir prendre une autre cacahuète. Peut-être que c'était un autre écureuil d'ailleurs. Voilà. Donc il me semble, alors ce que je me disais, c'est que quand même, depuis, alors je suppose que ce sont les écureuils qui ont évolué dans leur manière de penser les humains. Mais peut-être aussi, et qui ont amené les humains à les penser différemment. En pensant que les écureuils étaient capables de venir manger dans la main des humains ou prendre des cacahuètes et de sympathiser. Mais quand maintenant on commence à penser nos frères humains comme des réseaux de neurones qui traitent de la dopamine et que quand on fait telle chose, on va avoir un peu plus de dopamine, je pense que peut-être on ne parle pas aux mêmes personnes. Voilà. Alors, je crois que le nombre, l'évaluation, c'est peut-être ça. C'est constamment tenter de trouver une reconnaissance et se guérir de quelque chose. Au fond, on a perdu la capacité un peu de se soigner nous-mêmes si on en est à chercher encore la reconnaissance dans les chiffres. Moi, il me semble. Je pense en plus que les chiffres, on voit bien. D'ailleurs, je vous solliciterai parce que avec Rémi Puello, il y a déjà longtemps, j'ai eu une colère contre les nombres. Et donc, je lui avais dit, j'aimerais bien, si tu veux faire un numéro sur les nombres, j'aimerais bien faire un numéro sur les nombres. Donc, sur le fait de compter. Alors, compter pour les évaluations en psychanalyse, les évaluations des psychothérapies, les échelles, les ceci, les cela, mais aussi compter les économistes. Alors, moi, celui qui m'avait ouvert l'esprit par rapport à ça, c'était Bernard Maris. Feu Bernard Maris, qui est mort dans l'attentat de Charlie. Et bon, j'étais prêt, j'avais commencé à prendre des contacts pour essayer de le solliciter pour un numéro d'empan, parce qu'il montrait bien comment les économistes faisaient dire n'importe quoi aux chiffres,
pour pouvoir argumenter d'un discours sur telle chose où il faut faire ci, où il faut faire ça, où il ne faut pas faire ci. On le voit là d'ailleurs avec tout ce qui est passé, ce qui est arrivé avec le Covid, comment on fait parler les chiffres et comment on fait dire n'importe quoi aux chiffres. Voilà. Alors bon, ça c'est mon... Donc je pense que... Je crois qu'il y a quelque chose... Quand on sort les chiffres en général, c'est que la pulsion de mort n'est pas très loin en général. En tout cas, moi, il me semble qu'il faut se méfier des nombres. Même les physiciens, ceux qui passent leur temps à mesurer l'univers, nous montrent bien que, vous savez, l'univers, ça fait 13,7 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire 13,7 avec 26 zéros kilomètres. C'est grand. À partir de là, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Voilà. Bon, mais vous savez qu'il y a un trou noir là qui n'est pas très loin de nous, là, au milieu de la galaxie. Mais il est juste à 4 millions de kilomètres, 4 millions d'années-lumière. Pas très, très loin, ça, par rapport à 13,7 milliards d'années-lumière. Enfin bon. Donc les nombres, je crois qu'il faut vraiment relativiser. Alors ça c'est la première chose. Après, bon, le livre. Merveilleux livre, moi je trouve. Alors, c'est vrai que le titre précédent, il était pas mal. Moi, il me plaisait plus. Hein. C'était bon. Mais enfin, bon. InPress, ils aiment bien, je crois, InPress, ils aiment bien imposer des titres aussi un peu à leurs auteurs. Mais bon, soigner et guérir, c'est pas mal. Parce qu'il y a la question du soin. La question de la guérison, c'est quoi? Alors, c'est quoi? C'est la question de la fin d'une thérapie. Donc, ça nous renvoie à Freud avec analyse avec fin, analyse sans fin. Mais Freud, dans Analyse avec fin, analyse sans fin, il dit, sa manière à lui de penser la guérison, c'est l'accès à la passivité. Alors est-ce que c'est ça? Guérir, c'est pouvoir être tranquille, comme le nourrisson qui suce son pouce passivement, en attendant que l'objet revienne lui donner le biberon ou le sein, tranquillement, le nourrisson patient. Peut-être que c'est pas mal comme idée, parce que si on voit tous les gens qui sont impatients dans la société actuellement, c'est une bonne idée. Finalement, on pourrait penser que peut-être analyse avec fin, analyse sans fin, et l'accès à la passivité, c'est pas loin, on n'est pas loin du côté de la guérison. Mais aussi, on n'est pas loin. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est aussi le philosophe tranquille qui médite tard dans sa vie, là, comme ça, tranquillement, sans aucune ambition, sans aucune velléité, sans aucune amertume? Alors, est-ce que guérir, c'est quelque chose qui est arriver à trouver la paix, la liberté, la tranquillité? Mais au fond, on va revenir du côté de la philosophie. Est-ce qu'on guérit de la condition d'être humain? Est-ce qu'on guérit du fait qu'on a la conscience, du fait qu'on est mortel? Est-ce qu'on en guérit tout ça? Mais peut-être qu'on peut, ce matin, donc dans mon cours, après les écureuils, là, quelqu'un m'a posé la question de savoir finalement si les angoisses de mort, c'était des angoisses schizoparanoïdes ou des angoisses dépressives. Donc j'ai dit, les deux. Ça dépend d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est plus ou moins embêté avec la mort. Si ce sont des angoisses de perte, bon, on peut toujours se consoler avec des retrouvailles après ultérieures du côté du paradis ou des choses comme ça. Si ce sont des angoisses schizoparanoïdes, bon, c'est carrément se faire découper en 1000 morceaux, enfin des choses terribles. Donc, bon, voilà. Donc guérir la finitude, ce sont des choses... Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas trop. On n'a pas encore posé la question aux singes et aux primates évolués. Est-ce que quels animaux ont conscience du fait de leur finitude ou de leur fin? On sait bien que les mammifères supérieurs, les éléphants, tout ça, ont des pratiques par rapport à la mort. Mais bon, jusqu'où? Mais qui sait qu'il va mourir, à part l'humain? C'est peut-être ça la spécificité de l'être humain. Alors ça, c'est la première chose, c'est quelque chose qui contrarie beaucoup. Et puis soigner, alors bon, vous avez donné, et je ne reprendrai pas, mais c'est toute la richesse de l'apport de la théorie psychanalytique, effectivement, à travers tous ces articles passionnants qui montrent un peu comment la théorie psychanalytique et la pratique psychanalytique peut apporter dans tout un tas de choses différentes. Alors ça peut être en institution, ça peut être en cabinet, ça peut être dans le dialogue avec un enfant, un adolescent, enfin toutes ces choses-là. Alors juste une dernière remarque, effectivement dans l'institution il me semble qu'il y a une évolution qui a été du premier transfert, qui sont des transferts un peu primitifs et naïfs, du transfert sur l'objet, c'est-à-dire tous ces transferts naïfs. Daniel Agenberg, tu as cité, on était tous
toute notre génération en était fascinée. C'était le psychanalyste, psychiatre en institution, c'était le psychanalyste en institution de toute la région, et ça s'est diffusé. Ça a été pour nous tous, ça a été, je dirais, un bonheur d'aller à Lavore, entendre à Jeunberg nous parler des pratiques en institution. Donc, moi, je crois que tout ça, c'était quelque chose qui était d'une grande richesse. Alors, on est passé du transfert sur l'homme, Racamier aussi, ce que vous dites, Florent, c'est qu'effectivement, Racamier, c'était l'homme et son institution, comme Toscaïès. Et puis, peut-être que maintenant, la psychanalyse, c'est autre chose, c'est peut-être plus diffus, c'est peut-être un transfert sur la théorie. Moi, je trouve que c'est peut-être mieux de pratiquer avec un transfert sur la théorie. Il n'y a plus les hommes, il y a ce qui nous rattache comme une espèce d'objet transitionnel qui nous rattache à tous ces grands humains qui ont été tous ces psychanalystes dans leur pratique et qui nous permettent de continuer à travailler dans des institutions, entre autres, ou ailleurs. Enfin. Mais je crois qu'on est passé d'un transfert sur l'homme, sur l'objet, à un transfert sur la théorie. Voilà. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai été encore plus bavard que vous. Je m'en excuse. Si tu permets. Oui, je rebondis. Alors d'abord, l'histoire des nombres, enfin, attends, pas de méprise, je veux dire, il n'y a absolument aucun nombre dans le bouquin. Hein. Et vraiment. Et c'est simplement une annexe, où je mets qu'il y a eu des études, c'est tout. Hein. Mais oui. D'ailleurs, Pierre Marty, tu parlais de Pierre Marty. Pierre Marty avait essayé une grille Ipso à l'époque. Moi, je me souviens, je m'en étais servi. Oui, il a voulu mesurer aussi. Oui. Et Smadia était venu, enfin moi je me souviens avoir travaillé avec lui à la Poterne du Poplier là-dessus. Donc il y a eu effectivement une tendance à vouloir quantifier, mesurer. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, je suis moins d'accord là sur ce que tu dis à l'instant, à savoir ce transfert sur moi. Je pense que la psychanalyse a besoin d'être incarnée. Enfin, je trouve que notre génération, on a eu la chance, nous, de connaître, d'avoir des maîtres. Enfin, toi KS, par exemple, et les beaux, enfin voilà. Je pense qu'elle a besoin d'être incarnée quand même. Hein, voilà, ça me paraît important. Le second point, comme ça, en t'écoutant aussi, Freud avait vu. Tu as raison. Je pense que le passage de la première à la deuxième topique. Je crois que ça nous permet de mieux penser les nouvelles pathologies d'une certaine manière. C'est-à-dire, il a vu les résistances, puisque c'est en lien, effectivement, et vous l'avez dit, je veux dire, se soigner, se guérir, je veux dire, ce qui fait obstacle, c'est le sujet lui-même et ses propres résistances. Ce sur quoi Freud travaille, et vous l'avez rappelé, Florent, parce que c'est vrai que j'étais très étonné de la manière de travailler de Freud. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas, dès les premières séances, alors, aussi bien parfois d'interpréter, on se dit, mais nous on ne ferait jamais ça, on attendrait quelques mois, je veux dire, avant d'y aller. Il fait aussi dans la construction, dès le départ aussi, l'histoire de la guérison. Alors, du soin et de la guérison, moi, il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée, c'est celle d'une analysante de Freud dont on a découvert le texte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans, qui est Anna G., qui est pas du tout connue, dont l'ouvrage a été traduit il y a 5-6 ans. Et alors, c'est une histoire absolument incroyable, je trouve. C'est une jeune psychiatre qui travaille au Burgosli, donc le temple de la psychiatrie de l'époque où était Jung. Et elle était fiancée depuis 3-4 ans avec son copain Alfred, qui était lui aussi médecin, de bonne famille bourgeoise comme elle. Et le mariage était annoncé dans les 3, 4, 5, 6 mois. Et au cours d'une exposition de sculpture, elle va voir une exposition de sculpture, et là, elle croise le sculpteur. Et quand elle croise le sculpteur, elle a un coup au cœur. Mais bon, c'est la Suisse du 19e siècle, presque celle d'ailleurs encore, enfin, qui perdurait jusqu'à Zorn, de Mars de Fritz Zorn. On est protestante, où on est engoncé quand même dans une morale assez féroce, hein, calviniste, là, pas luthérienne. Donc, bon, elle est un peu chamboulée, mais bon, elle réfléchit, cette dame qui finit ses études de médecine. Et une fois qu'elle a fini, d'ailleurs, dans les quelques mois qui viennent, elle dit à ses parents, elle découvre entre-temps l'œuvre de Freud, et elle dit à ses parents, j'ai besoin d'aller à Vienne faire une psychanalyse avant de me marier.
Ce qui devait arriver arriva, évidemment. Elle arrive chez Freud. Elle arrive chez Freud et elle lui raconte voilà, ce pourquoi elle vient. Bon, lui, très vite, mais alors, dès les premiers... Alors, on sait tout ça parce qu'elle prend des notes. Elle prend des notes à... Et on s'aperçoit que dès la première séance, il fait le lien. Elle lui raconte qu'elle était la sœur aînée, qu'elle était un peu méchante avec son petit frère, etc. Il fait le lien. Tout de suite, d'emblée, il pointe son sadisme envers son petit frère. Complexe d'Oedipe, il nomme le complexe d'Oedipe par rapport à son père, sa rivalité avec sa mère, etc. Et il lui fait comprendre dès la première séance que, au niveau de ses pulsions agressives, elle a peut-être intérêt à revoir ça, et que sans doute, ça l'empêche d'assumer une sexualité, son désir, etc., etc. Enfin bon, là vous dites quand même, là il y va fort, Pépère. Hein. Et alors deuxième séance, troisième, les rêves, tout ça arrive et il va toujours dans ce sens-là. Alors il interprète vraiment le complexe d'Oedipe, il interprète la sexualité infantile, la bisexualité, et ça vous le retrouvez avec d'autres aussi, avec Cardiner, avec Hilda Doolittle. Vraiment, c'est assez étonnant. Mais là où j'ai un peu ri quand même, parce que alors cette dame finit sa psychanalyse, qui dure pas longtemps. À l'époque, 6 mois, ça suffisait. Mais bon, c'était 5 fois ou 6 fois par semaine. Là, la lessiveuse, ouais, vous étiez pris dans une lessiveuse telle que l'inconscient là, était vraiment travaillé. Là, pour le coup, il émergeait. Enfin voilà, si on voyait pas au départ, là, on le voyait, mis dans la lessiveuse. Et donc, elle repart au bout de 6 mois. Et évidemment, vous le comprenez bien, elle décide de rompre avec Alfred et de se marier, de retrouver ce sculpteur, de se marier avec lui. Donc, le couple aura 4 enfants. Elle vivra jusqu'à la fin de sa vie avec ce sculpteur, son homme, son mari. Voilà. Et alors, en fait, on sait cette histoire parce que, figurez-vous, vous allez voir, c'est là le plus cocasse, à mon avis, c'est que c'est sa petite fille qui est psychanalyste en Suisse, qui est tombée sur le manuscrit de la psychanalyse de sa grand-mère avec Freud. Alors, sa grand-mère, elle savait un peu dans le mythe familial, on savait qu'elle avait fait une psychanalyse avec Freud, mais bon, c'était pas plus interrogé que ça. Mais la petite fille qui est devenue psychanalyste, elle, du coup, elle dévore le manuscrit. Et donc, c'est comme ça qu'on a cette traduction et le résumé, enfin, pas le résumé d'ailleurs, le texte intégral, je veux dire, de cette psychanalyse, avec des commentaires quand même de la petite fille. Mais surtout, la petite fille se dit, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle est devenue psychiatre, cette dame. Elle est devenue psychiatre. Donc, elle a été analysée. Et elle n'a jamais demandé à être psychanalyste. Et moi, alors, cette dame ne comprend pas. Cette petite fille qui est psychanalyste me dit, mais pourquoi ma grand-mère n'a jamais demandé, alors qu'elle a été analysée par Freud, qu'elle avait réussi son analyse, visiblement, puisque elle vivait, alors, à la différence de ce que tu dis, c'est-à-dire, je pense qu'une fin d'année, c'est pas forcément devenir Little Buddha, passif. Je pense que c'est aimer et travailler, disait Freud. Voilà, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le passif, la passivité, bien sûr. Mais aimer et travailler. Et elle avait réussi ça. Donc la petite fille, psychanalyste, se dit, mais comment se fait-il que ma grand-mère ne soit pas devenue psychanalyste? Et moi, je me dis, mais pourquoi et comment cette psychanalyste peut elle-même se poser la question? Je pense qu'une psychanalyse réussie, et précisément quelque chose qui mène en dehors, pourquoi pas, de la psychanalyse en tant que métier. Devenir psychanalyste, qu'est-ce que c'est pas un symptôme d'une psychanalyse non réussie, d'une certaine manière, enfin, si on retourne les choses. Voilà, enfin, c'est toujours à faire, toujours à défaire et à refaire. Et la grand-mère avait tout défait, d'une certaine manière. Elle n'avait pas besoin. Moi, je trouve ça merveilleux comme histoire, c'est-à-dire, elle était devenue psychanalyste, en fait. Voilà. Dans le silence même, ce que tu dis, d'une certaine manière, dans le silence même de l'analyse. Elle n'avait pas besoin d'un regard de l'autre, la désignant comme telle. Je trouve ça fabuleux comme histoire. Est-ce que ça relève du transgénérationnel? Ah ben, ça je sais pas, elle le dit pas. Non, mais j'ai trouvé que c'était une histoire. C'est pour ça que je voulais mettre un petit peu de... Et alors, quand tu disais passage première, deuxième topic, moi je trouve qu'effectivement, la deuxième topic, c'est Freud qui s'aperçoit que le moi, c'est le moi qui crée les résistances. Et moi je trouve que la deuxième topic nous aide beaucoup pour les cas, justement, limite, vraiment. Parce que la première topic, ça marche pas. Avec ça, voilà, le préconscient n'est pas très bien construit. Il est à construire, d'une certaine manière. Je pense même que... presque l'inconscient refoulé est à construire de séance en séance. Ils construisent du refoulé, d'une certaine manière, avec nous. Chose qui n'était pas complètement établie ou sûre. Et ce refoulé se marie avec un germe de refoulé qui était là. Et je trouve, moi, que la deuxième topique, avec ces forces du ça qui font voler en éclats le moi, c'est bien pour ça au départ qu'ils arrivent. L'exemple d'ailleurs
clinique d'Esténon et aussi de Florian Houssier, de ce jeune qui se scarifie, etc. Et en même temps qu'il y a un hyper-doué, l'un n'empêche pas l'autre, sont très exemplaires de ça, et aussi de la manière dont il faut aussi adapter le cadre. Voilà, c'est ça qui me paraissait aussi important, défendre l'idée de cadre adapté, de cadre psychanalytique, mais vraiment adapté à la situation. Voilà. Encore une fois, pour sortir ce que je disais tout à l'heure et que je n'ai pas développé, c'est à savoir que c'est vrai que quand j'étais interne, l'idée de psychanalyse cure-type Laure et de l'autre côté la psychothérapie de soutien, aujourd'hui non, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. On peut faire un excellent travail psychanalytique en face à face, en renforçant les contenants psychiques, toute cette question du moi-peau, de la double limite de Green, etc. On se dit, c'est des gens, on est obligé, je veux dire, d'abord, et pas du tout d'interpréter dans le vif, c'est pas possible, et donc de construire quelque chose, de reconstruire quelque chose. Et ça prend du temps, mais c'est tout à fait autre chose que le travail analytique au sens de Freud. Mais c'est lui a découvert ça. Et Ferenczi l'a découvert aussi, sauf que il est intervenu vraiment sur les contenants, et de manière, à mon avis, un peu presque traumatique, hypersexualisé. Enfin, il s'en est mordu les doigts d'une certaine manière après. Ben voilà, je ne sais pas si Christiane voulait ajouter quelque chose. Oui, tu parlais des contenants, mais effectivement, actuellement, on développe beaucoup aussi le travail du côté du transgénérationnel, du côté de la psychanalyse familiale. Comment, par exemple, on voit bien dans le cas qu'on a travaillé avec Michel, comment l'enfant est pris. Le symptôme de l'enfant et les symptômes qu'il présente, comment c'est pris dans le versant de la transmission psychique entre les générations et la transmission inconsciente. C'est-à-dire tout ce versant du transgénérationnel, on en voit les manifestations dans les dispositifs groupaux, en particulier les familles, mais aussi dans les groupes avec les médiations, etc., qui sont là pour vraiment faciliter ce travail de symbolisation, de mise en représentation. Bon, moi je viens de Lyon 2. À Lyon 2, on a travaillé des années sur la symbolisation parce que c'était le thème du laboratoire. Donc on a passé avec René Roussillon, la symbolisation, tous les dispositifs possibles qui pouvaient aider, qu'on accède à la symbolisation. Bon, mais on voit maintenant quand même comment le symptôme, au fond, il n'est pas qu'individuel. Le symptôme, il est pris aussi dans la trame du générationnel. Bien sûr, avec les enfants, c'est quand même très significatif. Et c'est vrai que, j'allais dire, moi, ce que j'avais aussi envie dans ce livre, c'était de montrer en quoi la psychanalyse était vivante, en quoi la psychanalyse était une science, parce qu'en permanence, les théories se développent. Voilà. C'est-à-dire, il y avait effectivement ce qu'on observait à l'époque des névroses, ce qu'on observe maintenant avec les états limites, et tout le travail qu'on peut faire du côté des contenants. Parce que les états limites, justement, ça manque de limites et ça manque de contenants. On vient de faire un colloque à Besançon sur les enveloppes psychiques. Je pense au travail de Didier Houzel, par exemple, sur les enveloppes psychiques. C'est remarquable. On voit bien que c'est de ça dont souffre aussi une partie de la population. C'est-à-dire comment la psychanalyse est vraiment en plein développement. Moi, je suis pas du tout à dire « Ah oui, mais la psychanalyse, on va la rejeter. C'est un truc qui va aller... » Et c'était ça aussi l'idée du livre. Non, la psychanalyse, elle va pas être reléguée dans les cartons. Ça existait à un moment, mais maintenant, ça sert plus à rien. C'est pas vrai, parce que les théories psychanalytiques elles-mêmes évoluent, comme la physique, comme je veux dire, on pense plus de la même manière la pathologie qu'à l'époque de Freud. On n'a plus non plus affaire au même type de pathologie. On ne traite plus des grandes hystériques sur le divan, ou des obsessionnels graves. On en a encore, mais enfin c'est pas. On a beaucoup d'états limites, on a beaucoup d'ados complètement perdus en mal de contenant, des enfants avec des symptômes effectivement multiples et variés de familles abandonniques, etc. Enfin, je veux dire, on voit bien que l'évolution des théories psychanalytiques aussi est en lien avec la pathologie, et que c'est quand même la définition de la science. La science, elle est enracinée sur l'observation du terrain. C'est pas des idées comme ça déconnectées du terrain. Et ça, c'était aussi l'envie qu'on avait dans le livre, d'en montrer l'évolution. Voilà, puisque au laboratoire, on parlait de psychanalyse contemporaine. Je pense que véritablement le livre, la richesse de tous ces articles montre bien combien on trouve la psychanalyse dans tout un tas de champs différents.
Et si bien que moi je me dis, quand j'entends tout un tas de jeunes collègues comme ça, ils sont comme l'illustre Monsieur Jourdain. Ils font de la psychanalyse sans le savoir. Alors c'est assez extraordinaire. Alors on est dans le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus que ça vient de la psychanalyse. Alors ils utilisent, tout d'un coup, ils vont utiliser des choses. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, là, une jeune collègue comme ça, qui me dit alors avec cet adolescent, j'ai travaillé, je le dis pour vous, Monsieur Bensidoun, je sais que vous aimez Winnicott, j'ai fait du trouver-créer. J'ai fait du trouver-créer, bon, d'accord, voilà, bon. Alors très très bien, et en fait, alors bon, parce que j'avais parlé avec cette jeune personne et je m'étais rendu compte qu'elle savait pas du tout ce qu'elle était en train de faire, mais en même temps, elle avait des choses comme ça, elle utilisait ça et ça produisait des effets. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que au fond, la psychanalyse, ça donne quand même quelques représentations de ce qui se passe, même si peut-être on peut se tromper, c'est-à-dire on peut se tromper dans la lecture qu'on fait d'un symptôme, d'un patient, peu importe, ou d'une crise institutionnelle aussi, hein, ou d'une crise familiale, ou de choses comme ça. On peut se tromper, mais ça a le mérite d'exister, et au fond, c'est bien à partir d'hypothèses erronées qu'on peut arriver de temps en temps à quelque chose qui est un peu plus exact ou un peu plus près de la vérité. Et je crois que c'est ça qui est important. Alors qu'effectivement, beaucoup de jeunes, du côté surtout de la médecine actuellement, de la psychiatrie, pas du côté de la psycho, parce que je crois, salut, hommage au Mirail, et pour le travail que tu as fait, que vous avez fait, et que vous êtes en train de faire, Florent, par rapport à la psychanalyse. Mais chez les psychiatres, les jeunes internes en psychiatrie, ils ne savent pas du tout. Ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent, mais de temps en temps, alors, ils savent, par exemple, l'objet transitionnel, ils savent, mais ils ne savent pas qui est Winnicott. Mais ils savent, ah oui, le doudou, oui, c'est un objet transitionnel. Ah bon, et alors c'est quoi? Ah ben, c'est l'objet transitionnel. Vous savez ça? L'objet transitionnel. Alors, ça pose la question, est-ce qu'effectivement il faut aussi... On voit bien, ce brave Freud, il est tombé dans le domaine public. Là, tu m'as envoyé le Black Freud Day, là, il y a quelque temps, là. Il sert encore à faire de la publicité. Et au fond, tant qu'on l'utilisera comme un vecteur pour les médias ou pour la publicité, ça veut dire que quand même la psychanalyse a encore des choses à apporter. Non, je voulais simplement rebondir sur ce que tu as dit sur se tromper ou la tromperie, si j'ose dire, ou se tromper. Mais c'est vrai que moi, j'ai au moins appris de la psychanalyse que se tromper est une chance, d'une certaine manière. Parce que, je veux dire, les ressources, souvent, il y a une histoire contre-transférentielle, en règle générale, si on se trompe, c'est que, franchement, au niveau des affects, au niveau de notre histoire personnelle, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Et je me dis, mais quelle chance de pouvoir voir son erreur sous cet angle-là. C'est-à-dire, même à la limite, je ne vais pas dire qu'il faut se tromper, mais à la limite, si, c'est bien. C'est bien de se tromper, c'est bien de se planter un petit peu. Et en t'écoutant, d'ailleurs, je me disais, parce que je suis en train de le relire, un peu par hasard, mais je me disais, en fin de compte, c'est peut-être aussi, nous, dans notre éducation, il y a quand même quelqu'un qui nous a appris à nous tromper, d'une certaine manière, c'est Descartes, le dieu trompeur, le malin génie, le dieu trompeur. Il en fait quelque chose de absolument indispensable pour pouvoir penser. C'est-à-dire, je pense juste, or, en moi, j'ai quelqu'un qui, sans doute, me fait peut-être me tromper sur ce que je pensais être juste. C'est quand même un grand penseur, Descartes. Hein, je pense. Oui, bien sûr. Oui, ça, c'est plutôt Montaigne, oui. Non, mais là où je peux rejoindre un peu ce que disait Christiane, c'est-à-dire l'apport de la psychanalyse, c'est sans doute ça. Et comme tu dis, c'est sans doute parce que Freud s'est trompé. Pardon ? C'est sans doute parce que Freud a reconnu s'être trompé qu'il a pu créer la psychanalyse. Enfin, moi, je dis, enfin, c'est quelle patiente qui lui dit à un moment, tournez-vous, retournez-vous, je veux plus vous voir. C'est Lucie, c'est Anna. Voilà, Anna-O, voilà, qui lui dit, mais taisez-vous, voilà. Oui, c'est ça. C'est pas Anna-O, c'est Catherine, c'est ça, c'est Catherine, voilà, qui lui dit, mais.
Et même tournez-vous un peu. Et je me dis, mais n'importe quel toubib au 19e siècle, imbu de son savoir, aurait dit, mais écoutez, madame, c'est moi qui sais, si j'ai envie de vous toucher et j'ai envie de vous regarder en face, je continue, il n'y a aucune raison. N'importe quel médecin va dire ça. N'importe quel. Et Freud entend quelque chose d'autre, c'est-à-dire, peut-être que j'ai tort de faire ça. Et ce faisant, je veux dire, admettant, je veux dire, son erreur, enfin, sa possibilité d'erreur, il va découvrir quelque chose. Je me dis, mais c'est formidable ça. Comme tu dis, être passif. Ça commence par un moment de passivité chez Freud, avant même la psychanalyse. C'est-à-dire, après tout, si elle avait raison. Ce que nous apprendre, après on apprend toujours en psychanalyse, c'est-à-dire le patient a toujours raison. Voilà, le patient a toujours raison. Voilà. Ça n'empêche pas d'exister. Voilà, absolument. Quand bien même on pense avoir bien travaillé. Je trouve que c'est curieux et c'est très intéressant. Moi, je me dis, vous avez quelques thèses et quelques mémoires à proposer à vos étudiants là, sur la question du doute et de l'incertitude chez Freud. Comment ? Parce que véritablement, je me dis au fond, et c'est amusant que ça soit ce livre qui nous amène à ça, ce qui montre la richesse de ce livre. La richesse psychanalytique, c'est-à-dire, effectivement, si ce livre nous conduit et nous enseigne le doute et l'incertitude. Parce que c'est ça. Et je crois que c'est quand même cette question-là. Et quand tu dis, au fond, ce sur quoi on s'était interrogé quand on avait fait la journée sur l'idée de guérison, c'était ça. C'était sur l'incertitude. Qu'est-ce que c'est que guérir ? C'était ce que je disais là. On ne sait pas ce que c'est que guérir. Et je trouve que c'est intéressant que... Alors, ça, pour rejoindre Christian, c'est profondément scientifique. Oui, le doute et l'incertitude, c'est le chercheur. Hein. On ne peut pas faire de la recherche si on n'est pas dans le doute et l'incertitude. Sinon, il n'y a plus de recherche. C'est la posture du chercheur, quoi. Je ne suis pas sûr que dans toutes les écoles qui ont des théories sur la psychiatrie, sur le psychisme humain, actuellement, ce principe d'incertitude soit autant valorisé et de doute. Ça me fait penser à Jaline Puget, pour ceux qui la connaissent. Jaline Puget, notre collègue argentine, qui est morte l'an dernier, très âgée, qui a publié vraiment un dernier livre magnifique justement sur l'incertitude. C'est-à-dire qui dit l'importance de l'incertitude, y compris du moment. On ne sait jamais ce que va être la séance. On ne sait jamais ce que le patient va dire. Et être surpris, et l'incertitude, c'est ce qui nous mène la vie, quoi. Et c'est vraiment la pensée du chercheur, l'incertitude. C'est marrant parce que au fur et à mesure qu'on parle, là, comme ça, je suis en train de récapituler dans ma tête tout un tas d'écrits de Freud. Je me dis, mais oui, mais le clivage du moi, comment il commence le clivage du moi ? Je suis à un moment de ma recherche, je ne suis pas sûr est-ce que ce que j'écris là, c'est nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui est connu de tout le monde ? L'inquiétante étrangeté, pareil, enfin, toutes ces choses-là. Florent, une thèse de doctorat, carrément, sur l'incertitude. Effectivement, tu me fais rebondir sur le fait qu'il y a vraiment plusieurs passages chez Freud où on le voit, mais vraiment douter et aller sur un terrain mais tellement glissant qu'il se pose la question de lui-même, s'il ne délire pas. Je pense qu'il y a, je ne sais plus, mais ça apparaît ça quasiment, même jusqu'à parler de notre mythologie des pulsions. D'un seul coup, tu dis, mais attends, il est sur un terrain qui est même plus... Il accepte l'idée que ça puisse être presque mythologique. Donc le doute et l'incertitude, et j'avais pas pensé aussi, enfin vraiment, là je fais le lien aujourd'hui avec Descartes, qui pose lui les bases du raisonnement scientifique. Donc il y aura vraiment effectivement un article ou un bouquin à écrire sur le fait que là vraiment la scientificité de la psychanalyse vraiment reprend, elle est là dans ses fondements, elle est là effectivement. Ouais. Ça serait tapé fort, ça serait tapé fort. Oui, aussi. Oui. Bon, voilà. Il faudra s'y mettre à 4. C'est magnifique. Un autre livre. Mais quand on lit les 5 psychanalyses, ça vous saute aux yeux, quoi. Vous lisez les 5 psychanalyses et vous suivez le chercheur, quoi. Il doute, il se questionne, il revient sur, il est... Ah mais oui, mais c'est extraordinaire. Il se questionne tout le temps, Freud.
Mais oui, C'est un chercheur. dans le Mora aussi, c'est Ah évident. oui, dans le Et dans monde Dora aussi. aussi, Bien sûr. bien sûr. Oui, tu as raison. D'ailleurs, dans un des passages que vous rapportez, il dit que, je ne sais plus à qui il dit ça dans une des lettres, qu'il est plus théoricien que thérapeute. Je ne sais plus à qui il envoie ça. Si, et avec un analyseur américain, je ne sais plus si c'est Cardinal ou c'est pas Vortis, je ne sais plus, il y en a un. Il lui dit d'ailleurs que c'est sans doute, qu'il est sans doute pas un si bon psychanalyste que ça. Parce que, il le dit en plus. Oui, il est trop pris par la question théorique et pas assez pratique. Et ce qui rejoint aussi une autre chose, qui est qu'il n'aime pas, du coup non plus, qu'on attende trop de soins. Et ce qui sollicite en lui un contre-transfert maternel, qu'il récuse complètement. Alors, je pense qu'il y a d'autres choses derrière par rapport à sa mère, enfin par rapport même à Julius, le petit frère mort, etc. Mais voilà. Il y a aussi des tâches aveugles analytiques chez Freud, c'est évident. C'est évident. Et pas analysé non plus, mais bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il a reporté l'amour de sa mère inanalysé a été, moi, à mon sens, projeté complètement sur la psychanalyse. C'est le terrain, c'est un château fort entouré, et il veut pas aller voir du côté contre-transfert maternel parce qu'il a besoin de vivre dans ce château fort. Moi, je le vis comme ça, quoi, dans cette bulle. Et c'est lui qui défend ça, étape par étape. Mais il avoue que parfois, ça lui permet pas d'entendre le patient comme le patient voudrait être entendu. Et ça, je trouve ça fort aussi, parce qu'il lui dit en plus. Il lui dit. Ah oui, oui. Non, c'est très, très curieux, je vais dire, de voir Freud. C'est pour ça que j'ai mis ça, parce que je me suis dit, quand même, le voir au travail, rassembler tous ces petits bouts, je ne pense pas que ça ait été fait ailleurs. Or là, on le voit au travail quand même. Bah, c'est des petites vignettes, des toutes petites vignettes, mais dans ce que rapportent les gens, avec aussi parfois vraiment une frustration du côté de l'analysant quand même. Disons que l'exemple typique, c'est Ferenczi, qui lui a toujours reproché d'avoir été mal analysé, particulièrement, je veux dire, dans son rapport à la mère, au père, etc. Enfin voilà, mais et puis Freud qui le repousse, qui supporte plus, cette revendication incessante de Ferenczi. Et il a obligé Freud à élaborer son contre-transfert. Oui, et sa théorie, ça c'est sûr. Oui, oui. Dora c'est le transfert et Ferenczi c'est le contre-transfert. Ouais, ouais. Oui, jusqu'à l'usure. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Florence. Si des gens... Non, je ne sais pas si les gens ont des questions. Je ne sais même pas jusqu'à quelle heure on a le droit d'être ici. Je ne sais pas du tout. En règle générale, c'est 1h30. Ah oui, il y a des micros. Oui, merci. Et puis merci pour l'encouragement. Oui, vous témoignez d'une pratique vivante de la psychanalyse. Je trouve ça c'est très très important. Bon, après on peut comprendre pourquoi elle est remise en cause, parce qu'elle n'est pas prédictive. Et puis elle est immergée dans la complexité et elle prend en compte l'affectif. Mais comment pouvoir témoigner du fait humain sans pouvoir, tenter de prendre connaissance des fantasmes et du transfert, etc. Bon. Donc, ce que je voulais témoigner, c'est que cette extension de la psychanalyse, puisque c'est intéressant comme votre table ronde a évolué, puisque vous en étiez revenu à l'origine, et au départ, vous avez dit qu'à l'origine, c'est-à-dire à Freud, et vous avez dit, j'ai pensé à un moment donné, quand vous avez parlé de lui, que c'était le seul qui pouvait se permettre de ne pas être freudien. Voilà. Donc, vous êtes parti dans votre déroulement sur l'actualité, puis vous êtes revenu à l'histoire. Mais quand même, ce que je voulais vraiment affirmer, c'est qu'il y a une extension de la psychanalyse, comme le dit notamment K.S. Bon, Christiane Joubert est là pour en témoigner, et d'autres. Gérard Mitobiron aussi qui est là, par rapport à la famille, et moi, ce qui me concerne dans les institutions.
Et c'est vrai que bon, on peut pas parler de guérison, mais moi je peux témoigner de changement d'état, de la groupalité, c'est-à-dire à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, voilà, ou des pactes des négatifs, c'est-à-dire des interdits de pensée, qui sont de tenue qui sont des contentions qui sont mises par la hiérarchie, je dirais, ou par l'institution, par le fait de faire institution, des choses dont il ne faut pas parler, et qui, bien sûr, ont des effets d'interdits de savoir qui se propagent et qui empêchent d'être, comment dire, efficients. Voilà. Bon, merci en tout cas, vous nous faites voir que vous êtes toujours à une place où la psychanalyse peut exprimer ses capacités de se rapprocher du fait humain, voilà, dans sa complexité. Merci pour le partage que vous avez eu. Et moi, j'ai une question. Alors, vous m'excuserez parce que je ne suis pas psychologue. Alors, peut-être que la question que je vais vous poser peut vous paraître absconde à vos propos de ce soir. Pensez-vous que l'être humain, sans passer par la psychanalyse, qu'elle soit institutionnelle, chez le praticien libéral ou hospitalière, puisse procéder à une résilience par lui-même, ce qui, dans cette question, sous-tend que, et bien que peut-être ce ne soit pas le cas, on ne puisse pas se connaître à 100%. Peut-il y avoir des individus qui pourraient avoir, entre guillemets, la prétention de se connaître à 100% et donc de pouvoir rebondir par eux-mêmes face à des traumas qu'ils pourraient subir? Vous posez la question de la résilience, hein, c'est une très bonne question, mais je pense que la résilience, elle se joue aussi dans les rencontres que l'on peut faire dans la vie. La psychanalyse étant une rencontre. La résilience, il peut y avoir aussi des rencontres dans la vie. On pense à des enfants, par exemple, parfois, qui ont vécu des traumas, qui ont des vécus infantiles terribles, qui peuvent avoir des rencontres avec des équipes éducatives, effectivement, qui vont leur permettre d'évoluer. Et je veux dire, on est peut-être tous des résilients de nos histoires. Ça, probablement. Oui, je vais ajouter une chose en lien avec la question précédente de Gérard. Moi, je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas employé et qui me vient à l'esprit quand vous parlez du travail en équipe, en institution. Je crois, mais c'est vrai pour les équipes, mais pour l'être humain, dès le plus jeune âge, je crois que ce qui soulage l'esprit et qui rejoint la question de monsieur, c'est de donner du sens. Je crois que ce qui rend malade, c'est l'insensé. Alors, c'est sous forme d'un trauma, d'un choc, d'une situation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de harcèlement moral au travail. Combien, aujourd'hui, je vois de gens qui souffrent au travail, y compris dans des institutions psy. À croire que, y compris dans ces lieux psy, que je ne vais pas définir, la maltraitance psychique est comment dire, une spécialité, si j'ose dire. Non. Et donc, cette souffrance prend souvent l'aspect, pour le sujet qui vient, je veux dire, c'est vraiment, il ne comprend pas pourquoi. Donc, c'est l'absence de sens. Et je pense aussi, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les nouvelles cliniques. Hier, je suis rentré dans une pharmacie comme ça, puis il y avait une dame, une maman, qui était là, puis il y avait un petit garçon qui avait entre 1 an et demi, 2 ans, qui était avec sa grande sœur, qui le surveillait un peu. Et le gamin avait enlevé son masque, et puis moi aussi, j'avais enlevé mon masque avant de passer devant le guichet de la pharmacienne, par esprit de provocation. C'est fou ce que je suis provocateur depuis quelques années. Voilà, ça doit être lié aux élections. Et donc, j'avais pas de masque, et le petit garçon, alors, il était à une petite table, et puis il y avait des crayons. Et alors, il me regardait comme ça, et il n'avait pas la parole encore. Il était petit, 1 an et demi, 2 ans. Et il prenait un crayon et puis il me regardait. Et moi, je le regardais. Et puis, il laissait tomber.
mais il me regardait d'un seul coup pour voir si c'était bien ou pas bien, si j'allais réagir. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a cherché le sens un petit peu aussi, voilà. Et c'est par un sourire que j'ai désarmé ça. Ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, ce que nous apprend moi je pense la technique un petit peu avec des cas limites ou des enfants ou des ados, c'est l'importance. Tu disais les contenants, mais les contenants, c'est aussi le signe perceptif, la perception, le visage de l'autre, et donc l'émotion aussi qu'il y a sur le visage. Et alors, vous imaginez aujourd'hui comment les enfants se construisent avec le masque, hein. Là, on est en train de faire beaucoup de mal à nos enfants qui ne peuvent pas vraiment faire des liens absolument nécessaires pour construire, je veux dire, des appareillages, je veux dire, qui donnent sens à l'émotion, au perceptif. Ça, c'est compliqué, du coup. Et c'est simplement ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Et alors, ça a à voir aussi avec la complexité de la société. Plus elle devient complexe, plus effectivement, moins on lui trouve de sens. Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure du nombre, des économistes, de l'économisme un petit peu qui prévaut. Et moi, je pense aussi, alors là, tu parlais d'humain tout à l'heure, aussi bien Christiane que Florent. Et moi, je pense que s'il y a un lieu humain dans ce monde de plus en plus déshabité, je veux dire, par le sens, eh ben, c'est le cabinet du psy. Alors, je vais dire psychanalyste, mais psychologue, psychiatre, ce que vous voulez. Alors moi, je trouve que là, il y a un lieu qui remplace sans doute le confessionnal des prêtres dans le temps, hein, laïque, évidemment. Mais vraiment, je veux dire, les gens trouvent un sens à hauteur d'homme. Et ça va leur permettre d'affronter, je veux dire, ce qui les dépasse. Et moi, je crois que rien que pour ça, je veux dire, ce métier vaut vraiment d'être vécu. Franchement, on donne du sens. C'est aussi bête que ça. Alors, il peut être mal construit. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut revenir sur l'erreur, c'est-à-dire le patient est à la limite, va dire vous dites n'importe quoi, vous les psychanalystes, vous êtes des tordus, vous coupez les cheveux en 4, etc. C'est pas grave. On est là pour supporter le choc. Après tout, on a été formé pour ça. Et on reviendra plus tard là-dessus. Et autrement. Mais quoi qu'il en soit, la réponse ou la non-réponse va, lui, le pousser, ce patient, à chercher le sens. Voilà, il est sur la route. Comme Oedipe, il est sur la route. Voilà, moi, je crois qu'on est des passeurs. Voilà, on les aide à marcher. Et puis, quand ils n'ont plus besoin de nous, comme les parents, ils nous laissent tomber. Voyez, en règle générale, d'ailleurs, c'est ça un peu aussi. Je ne sais plus si c'est Freud qui dit ça à un moment donné. Comment dire, une psychanalyse réussie, c'est qu'on ne pense plus à son psychanalyste. Voilà, qu'on n'y pense plus. Voilà, sauf de bons moments, évidemment. Pourquoi pas, mais sinon, on n'y pense plus. Voilà, la séparation n'est pas une perte. Là aussi, par exemple, avec les cas limites, je veux dire, cette distinction entre perte et séparation, mais c'est fondamental. Pour eux, je veux dire, une séparation est forcément traumatique, une perte, une blessure. Et je crois que c'est séance après séance, retrouvailles après retrouvailles. Souvent, après qu'ils aient envoyé promener le rendez-vous, ils ne sont pas venus pendant 3 ou 4 fois, ils retéléphonent, etc. Enfin bref, le fil est toujours là. Et si un jour il n'existe plus, il peut se récréer avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Et donc, une séparation n'est pas forcément une perte liée à une perte traumatique, c'est ce que je veux dire. Je cherche le mot, mais je ne le trouve pas. C'est pas ce mot-là que je voulais trouver. Mais bref, tout ce côté, cette transitionnalité dont tu parles, que Winnicott apprend, que nous montre, je veux dire, que chez l'enfant, ça s'acquiert comme ça. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Là, je commence à délirer un petit peu, mais vous savez, on a le droit de délirer, nous autres. Hein. Moi, je pensais à Platon, qui disait que son âme, c'est dans l'âme d'un autre qu'il faut la regarder. C'est magnifique à l'époque, quand même. Ça a quelques siècles, quand même. Bon, c'est pas nouveau, Ben oui. Eh oui. Eh bien, écoutez, soignez-vous bien. Et merci. Et merci de vos guérisons à venir ou présentes. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée jeudi 16 décembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Gérard Pirlot et Christiane Joubert, co-directeurs de l'ouvrage « Soigner et guérir en psychanalyse, névrose, état limite, somatisation, psychose » paru aux éditions InPress et en présence de l'un de leurs contributeurs, Bernard Bensidoun. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.